Salut à toutes et à tous, je retrouve Émilie Loiseau, auteure, compositrice, interprète généreuse et singulière. Née d'un père français et d'une mère anglaise, elle compose et écrit en s'inspirant de ces deux langues. Émilie Loiseau flirte avec l'art depuis son plus jeune âge, qu'il s'agisse du théâtre comme de la musique. On la découvre avec son album L'autre bout du monde, sorti il y a quelques belles années déjà sur le label Fargo, notamment avec le titre éponyme L'autre bout du monde ou encore Jalouse. Après avoir foulé quelques belles scènes françaises et internationales et collaboré avec des artistes tels qu'Andrew Bird, Mathieu Malzieu, De Dionysos ou encore Brigitte Fontaine, elle écrit et compose des bandes originales de films ainsi que pour le théâtre, de Gainsbourg Vie héroïque, en passant par le film britannique King Guillaume ou encore Aristophane, pièce de théâtre qui fut présentée à la Comédie Française. Ensuite, il y eut Mona, son spectacle musical, une œuvre forte de sens, poétique et déjantée autour de l'humain et de ses dérives. Elle revient à présent avec son 5e album intitulé Icare, paru ce 17 septembre et réalisé par l'exceptionnel producteur John Parrish, l'allié de P.G. Harvey. Encore une fois, Émilie Loiseau nous surprend, nous réveille, nous renverse avec Icare. Née en Angleterre durant le confinement comme un prolongement d'elle-même, cet album, Émilie Loiseau l'a conçu jusqu'à sa production. Elle y aborde le dépassement de soi, de ses limites, de cette réalité qui nous semble bien noire mais à laquelle on continue à s'accrocher par d'infimes et d'infinis espoirs en transgressant quelquefois les règles pour que l'insupportable redevienne supportable et que nos cœurs continuent à vibrer. Émilie Loiseau, bonjour. Bonjour. C'était un peu long. Merci pour cette très belle introduction, je suis honorée. Merci. Vous venez de sortir ce 5e album, comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, c'est tout frais, hein. C'est ça y est, le petit bébé est arrivé au monde et on veut le laisser mener sa vie. Je vais essayer de l'accompagner au mieux avec des concerts et voilà, et tout un tas d'émissions qui me permettent de parler de lui. Et tout se passe bien. L'album est accueilli pour l'instant avec beaucoup de belles choses, donc je me réjouis et j'ai hâte de continuer de reprendre la tournée. On a fait que 2 dates à peine là, donc c'est vraiment le démarrage, mais c'est magique. Retrouver la scène, retrouver les gens, voilà, ça fait du bien. Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, vous avez un chemin parcouru assez dingue hein, depuis L'autre bout du monde, qui était un album hommage à votre père. Ensuite, Mona, qui là aussi, hein, il y a eu un grand bouleversement. Et jusqu'à Icare aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui relie ces 3 créations, qui les habite ? Voilà, en quelques mots, quel est ce chemin, son fil conducteur ? Oh, c'est le fil de la vie. Il y a eu, c'est mon 5e album, donc il y a eu des parcours comme ça qui ont jalonné effectivement la perte de mon père qui a finalement été ce qui m'a mené vers ce métier. Et puis ensuite l'arrivée au monde de mes enfants et juste après Pays sauvage et avec Mothers and Tigers et qui m'ont conduit encore vers d'autres choses. Mon installation dans les contrées ardéchoises et cévenoles ou au milieu des montagnes, des anciens volcans et de la nature. Voilà, il y a énormément de choses dont j'ai pu prendre conscience de manière plus vive et puis où j'étais très inspirée aussi par ces régions et puis par les enjeux climatiques et tout ça. Et ensuite, j'ai effectivement perdu ma maman, donc ça a été les suites d'un déséquilibre psychique très très douloureux et ça a été une étape de vie forte évidemment qui a provoqué l'écriture de cette pièce de théâtre Mona, pièce de théâtre musicale dont la BO en fait est devenue le disque. Voilà. Et puis j'arrive à Icare, qui est un disque. J'ai pu avoir une écriture très très onirique, allégorique, et là, l'allégorie reste là parce que c'est un peu la clé de mon petit monde poétique à moi. Mais c'est un disque qui est ancré sur le réel aussi et qui essaye de parler de l'état du monde, mais en fuyant le constat, en étant plus dans les bouleversements personnels que les séismes intérieurs que peuvent provoquer les séismes du monde. Voilà. Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier sur le point de se retourner. Est-ce qu'on retombera sur nos pieds du puits où il est enfermé? Quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire,
se tient un miroir, son reflet dedans est noir. Tu ne sais plus dire si tu dors, ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Justement, donc dans Icare, vous démarrez la sortie de cet album avec le single Renversé. Un mot qui détient beaucoup de sens, avec l'image d'un monde qui se retourne, des enfants à la recherche de la lumière. D'ailleurs, en aparté, il y a quelques heures, ma sœur a accouché de sa fille Calypso, et j'étais en train d'écouter justement ce titre, votre album, et je lui ai dit. Je suis en train d'écouter l'album Icare d'Émilie Loiseau. Il parle de dépassement de soi, de transgression. Il est habité par une forme de réalité un peu dure, mais c'est un peu l'album que j'ai envie d'offrir à cette petite et qui vient poser un regard là sur le monde tout neuf et qui va peut-être être là pour réveiller des consciences. Je suis très touchée que ce soit ce disque que vous voudriez lui offrir. Ça, c'est exactement ce que j'aimerais entendre. Pour moi, c'est un disque qui à la fois s'adresse à notre génération en leur disant regardez vos enfants qui sont debout, vous regardez vos enfants qui doivent regarder devant eux et voir autre chose qu'un reflet noir et relevez-vous et si vous n'êtes pas capable de vous relever, de marcher sur ce chemin avec eux, alors faites la place et mettez-vous sur le côté. Un peu comme Dylan le disait dans Times They Are Changing, c'est soit vous êtes sur la route avec nous, soit vous laissez la place. Et je crois que c'est un album qui appelle à se révolter, en effet, qui appelle à se réveiller, qui appelle à s'approprier, à s'emparer des choses, qui a un appel à la vie aussi, parce que je crois que c'est très morbide tout ça. C'est très, ça peut nous laisser complètement atterrés et sur le côté justement. Et je pense qu'il faut jamais cesser de se dire et de croire qu'on peut réellement peut-être se créer quelque chose de différent et être au départ de quelque chose de différent et que c'est quelque chose d'assez merveilleux de se dire qu'on peut être pionnier de quelque chose qui sera mieux, qui sera plus pérenne, qui sera plus juste. Et moi, c'est ça que j'essaie de dire à mes enfants et puis c'est ça que j'essaie de me dire à moi-même aussi parce que sinon à quoi bon. Donc voilà, c'est vrai que ce disque il laissait un appel à chercher la lumière et à être en vie malgré tout. Mais pas de manière passive. Il est temps de se réveiller. Oh oui, ça c'est sûr. Et donc c'est un peu votre manière à vous, en tant qu'artiste, participer à l'éveil des consciences dans ce monde qui tourne pas très rond. Je pense qu'en tant qu'artiste, on n'a pas. Il faut être lucide. On peut pas. Il y a pas beaucoup d'artistes. Peut-être Dylan, lui, a pu changer des lignes, des pensées de par le monde. Mais je pense quand même, on a ça en puissance. On a un potentiel par les histoires qu'on raconte. On est des conteurs. Donc par les histoires qu'on raconte, on peut chercher quelque chose chez l'autre de ce qui le chamboule, de ce qui le révolte, de ce qui le touche, juste parce que cette histoire d'un seul coup va résonner comme quelque chose qui résonne dans son intimité à lui. Et ça, c'est un pouvoir dingue en fait, qui est beaucoup plus fort que tous les discours politiques, qui est beaucoup plus fort que tout. C'est quelque chose qui touche à l'âme. Du coup, je trouve qu'on a une responsabilité. Oui, on s'en empare ou on s'en empare pas. Moi, j'ai du mal à ne pas m'en emparer en ce moment parce que j'aurais du mal à regarder mes enfants dans les yeux sinon. Mais ça, c'est ma manière à moi très personnelle de réagir et ça veut pas dire qu'on est tous. Voilà, il y a des milliers de manières de faire. C'est la mienne. C'est déjà énorme de le penser comme ça et d'avoir envie d'amener quelque chose à ce monde. Et effectivement, vous êtes des conteurs, les artistes, et ça nous fait le plus grand bien. C'est un peu thérapeutique aussi, la musique. Bien sûr. Alors, le mythe d'Icare, on en parle de ce mythe, sachant que vous avez quand même choisi donc, le nom Icare pour présenter cet album. Donc, ça parle de transgression, Icare, de relations entre la nature, la culture, les relations entre les classes sociales, le rapport parent-enfant. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce thème et quel est votre rapport à la transgression ? Alors en vrai, il y a le rapport à la transgression en effet, c'est-à-dire il va falloir que nos enfants s'en emparent, effectivement. Il va falloir à un moment donné, il faudrait que nous-mêmes déjà fassions de transgresser plutôt que les règles, je dirais
ce qu'on nous vend comme une fatalité et comme une nécessité, c'est-à-dire un système qui court à sa perte et qui nous met dedans, qui nous envoie dans le mur. En fait, il y a des milliards d'autres récits possibles et il n'est pas vrai que l'homme a besoin de ce système vorace pour exister. Bien au contraire. Donc ça, transgresser ce récit-là, c'est quelque chose d'assez considérable. Je suis pas sûre que notre génération soit réellement prête à le faire, mais enfin, on démarre quelque chose. Et je pense plutôt à la suivante. Et je pense beaucoup d'entre eux sont déjà en route sur cette aventure-là. Ensuite, au-delà de ça, et peut-être même plus que ça dans cette chanson, dans ce que je raconte dans cette chanson et pourquoi j'ai donné ce nom à cet album, c'est que je me suis arrêtée un jour devant le tableau de Bruegel, qui est la chute d'Icare, où en fait, on regarde le tableau et tout est fait pour qu'on regarde partout sauf là où le drame se joue. On regarde ce paysan qui laboure son champ, on regarde cet homme qui regarde vers le ciel, qui regarde ailleurs, puisqu'Icare se noie dans l'eau au coin du tableau à droite, en bas. Et le paysage est paisible, tranquille, alors qu'une tragédie est en train de se jouer. Dédale a pleuré dessus la mer. Icare est tombé comme un éclair. Juste un éclat sur l'eau, un détail dans le tableau. Le soleil brillait dessus la terre. Chacun occupé à son affaire. Seul frissonnait l'air. Ça m'a frappé comme c'était emblématique de ce qui se passe en fait en ce moment. C'est-à-dire qu'une tragédie est en train de se jouer et on regarde tous ailleurs. Et bien sûr que dans ce tableau, il y a plein d'analyses beaucoup plus complexes, il y a plein de choses à y voir. Mais moi, ça a été pour moi une clé de voûte en fait de ce que j'essaye de dire dans ce disque. Et donc c'est pour ça que c'est une chanson finalement assez secrète, assez très très acoustique par rapport à ce disque qui est plutôt rock, qui est presque comme une vieille chanson baroque, piano-guitare, et puis d'un seul coup un son un peu chimique arrive au loin. Voilà, donc c'est ça. Et puis ensuite, j'ai un peu hésité à nommer l'album comme ça parce que je trouvais ça assez plus grand que moi, on va dire. Et j'avais peur que ce soit un peu austère et lourd. Et puis en fait, j'ai d'un seul coup vu en le marquant sur une feuille de papier un petit jeu avec les lettres, petit jeu de mots entre l'anglais et le français, puisqu'en détachant le i, ça devenait I care. Je me soucie, je prends soin. Et je crois que voilà, là aussi, il y avait une deuxième clé. Oui, il y a tout un tas de sens. Alors, vous l'avez conçu dans une période assez particulière qui semble avoir été relativement inspirante, donc cette période de confinement. Vous étiez en Angleterre. Qu'est-ce qui vous a... Oui, dites-moi. Alors pas pour l'écriture, Pour l'écriture, j'étais vraiment en France. J'étais chez moi et oui, c'était en plein confinement, en effet. Et donc, j'ai commencé à écrire avant le confinement, puis pendant. Donc, effectivement, le fait qu'on soit si éloignés les uns des autres a provoqué encore plus la certitude en moi que je voulais fouiller mon âme pour aller chercher toutes ces émotions de colère, de rage, d'espoir fou, et de faire le pari que par la force des choses, vu que c'était complètement inédit qu'on vive tout cet éloignement en même temps, eh bien ces émotions traversaient les autres aussi. Et je voulais parler de ça. Je voulais regarder vers l'extérieur, regarder sur le monde, mais que ça parte de mes émotions intérieures et que ça raconte quelque chose de ce qu'on traversait tous. C'était ça mon petit pari. Et en effet, par contre, pour rejoindre ce que vous disiez, j'ai été l'enregistrer du coup en Angleterre, au Pays de Galles, et nous avons fait du coup notre quatorzaine dans ce magnifique studio Rockfield qui a accueilli tant de personnes, dont Queen, voilà, tout un tas d'artistes incroyables. Bohemian Rhapsody, c'est né là-bas. Donc c'était assez mythique pour nous d'être là. C'est une ancienne ferme, c'est d'ailleurs toujours une ferme, entourée de moutons et de chevaux, et avec l'incroyable John Parrish et mes musiciens. Et c'était, je pense, certainement la plus belle quatorzaine qui me sera jamais donnée à vivre. C'est une belle expérience, en effet. Et d'ailleurs, justement, votre collaboration avec John Parrish, parlons-en. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire réaliser cet album par ce grand monsieur de la musique ? Ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Mes musiciens sont souvent en collaboration avec lui sur différents projets. Moi, je nourrissais l'envie de travailler avec lui depuis plusieurs années, mais en ayant surtout l'envie que les chansons soient adaptées à ça, à ce travail. En tout cas, j'avais envie de profiter de cette rencontre avec lui si elle se faisait un jour, en ayant vraiment le disque que je voyais réalisé par lui. Et puis ce disque est arrivé et comme une évidence
Bon, je pense que je l'avais dans un coin de la tête au moment où j'écrivais, donc certainement que ça a orienté mon écriture. Et très tôt, on est rentré en discussion par mail, par envoi de maquettes, puisque je faisais une maquette avec mes musiciens qu'ils connaissent bien, donc tout ça était très vite très familial et très amical. Et ensuite, on s'est enfin retrouvés de manière assez inespérée, puisque d'abord, on a dû repousser l'enregistrement à cause de la fermeture des frontières, puis du studio qui pouvait pas réouvrir, puis on ne savait pas si on allait réussir à passer la frontière, mais on l'a passé. Donc notre arrivée était comme un miracle, en fait. Super. Alors vous êtes franco-britannique, hein, beaucoup en rêveraient d'ailleurs. Le nombre d'artistes français qui cherchent à écrire en anglais et qui pensent que les mots sonnent mieux en anglais. Alors quel est votre rapport, vous, à vos origines et quelle est votre préférence dans la culture, le mode de vie? Est-ce que c'est à la française, à l'anglaise? Voilà. Qu'est-ce qui est notablement différent en tout cas entre ces deux cultures? Alors, je suis vraiment très, très, très. Je peux pas dire que j'ai de préférence. J'ai grandi en France, donc je suis forcément plus française parce que j'ai fait toute ma scolarité ici. Voilà, mon ADN il est ici, mais j'ai passé énormément de temps depuis que je suis née en Angleterre à aller voir ma grand-mère, mon grand-père, ma famille. Donc j'ai tous les gens que j'aime qui vivent entre l'Angleterre et le Canada. C'est évidemment une culture qui m'est extrêmement chère, intime. C'est la culture de ma maman, l'Angleterre. C'est la langue de ma grand-mère qui était comédienne, qui avait une manière de raconter les histoires incroyables. Voilà, c'est une partie de moi et de ma vie qui est très forte, très fortement ancrée. C'est l'émotion, c'est l'amour, c'est les choses très intuitives. Et en même temps, c'est cette rive que je rejoins dès que je peux, mais pas toujours. Donc c'est quand même quelque chose qui est parfois loin, qui me manque. Voilà. J'y ai vécu, j'y ai fait des études de théâtre là-bas. Je dirais qu'il y a une souplesse, une manière, une petite folie, une excentricité, une capacité à se foutre un peu des règles. Et puis une manière d'utiliser la langue et de jouer avec. Il y a aussi peut-être très peu de posture. Voilà, c'est comme ça que je qualifierais la culture anglaise. Ce qui était assez merveilleux en fait de travailler avec John, c'est que je retrouvais tout ça qui m'est si cher, c'est-à-dire cette non, il y a pas de prétention en fait. On tombe les masses très vite. Il y a beaucoup de simplicité et beaucoup de discrétion et en même temps une petite excentricité qui est là. Et John a ça, il a une grande humilité et en même temps un savoir-faire incroyable. Donc il n'impose jamais rien. Il est dans une souplesse, dans une observation et il y a aussi beaucoup de tranquillité. Voilà. Et je crois que je me sens très familière avec ça. C'est une manière de travailler et de voir la création artistique qui m'est proche. Je pense que j'ai été élevée comme ça par l'exemple que j'avais de ma grand-mère. C'est que ça passe par l'humilité, la simplicité et la prise de risque, voilà, et non par une prétention un peu guindée. Je dis pas que la France est comme ça, mais je pense qu'on a plus de cases, peut-être. On a plus de barrières à franchir. Les choses sont plus cadrées, les choses sont plus dans des cases. Et la France, il y a un rapport on a un rapport farouche à la rébellion et à la révolte et à notre culture et à une sorte d'égalité et à une réflexion sur cette égalité et sur les enjeux sociaux pour moi, ça c'est vraiment quelque chose que je tiens de mon père très, très fort. Et ce sens de la révolte et ce sens farouche de la révolte me touche au plus profond et voilà. Et puis toute la culture française, j'ai grandi avec. C'est ma première langue de lecture. L'anglais est quelque chose que j'ai plus dû pousser, encourager, qui est venu avec le temps et que j'ai connu toute mon enfance, mais qui n'était pas la langue de mon école. Donc voilà, c'était la langue de ma maman, c'est autre chose. Voilà. Je sais pas dire les choses autrement que comme ça. Mais difficile de faire le partage entre deux langues. Bien sûr. Alors par contre, il y a un artiste que vous avez suivi depuis petite, c'est Bob Dylan, et il figure en quelque sorte dans cet album aussi d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement Oui, j'ai grandi en l'écoutant. Il y avait peut-être 2 maîtres à penser dans ma maison petite. C'était Dylan du côté de ma maman et Brassens du côté de mon père. Et vice-versa, parce que ils aimaient tous les deux. Mais culturellement, c'était un petit peu ça qui régnait dans la maison. Donc j'ai grandi en les écoutant. Et Dylan particulièrement a continué de grandir avec moi. Enfin, j'ai continué de grandir avec lui plutôt. Aujourd'hui, particulièrement, je voulais essayer d'effleurer, de comprendre un peu comment ce moteur, si je puis comparer ça à un moteur de voiture, fonctionnait, les rouages,
dans l'écriture, cette poésie à la fois incandescente, sublime et en même temps subversive, politique, amoureuse. Je voulais rentrer dans tout ça pour essayer d'effleurer ça en français, puisque j'avais envie de parler du monde, mais de parler dans la langue du pays où je vis. Alors il y a des chansons en anglais bien sûr, mais je me suis du coup exercée à traduire ces chansons, mais pour moi de manière assez secrète, comme on ferait ses gammes, pour essayer de m'approcher de quelque chose, en tous les cas que ça provoque quelque chose en moi. Et puis de ça est restée une chanson, une adaptation de Girl from the North Country. Et puis j'ai eu envie de la chanter. Et du coup, j'ai demandé l'autorisation et puis je l'ai eu. Donc ça a été assez merveilleux. Et c'était d'autant plus merveilleux pour moi que j'avais fait un petit pari, puisque c'est une des chansons de Bob Dylan qui est pas du tout une chanson engagée et qui est une chanson d'amour pur et sublime comme il sait les faire, où il s'adresse à quelqu'un en lui disant: si un jour tu vas vers le nord, peux-tu voir si cette femme que j'ai tant aimée est encore là et comment elle se porte et si elle pense encore à moi. Et plutôt que de traduire cette histoire, j'ai choisi de suivre un petit peu tout le fil métaphorique presque à la lettre de la construction de sa chanson, mais d'inverser les géographies et que ce soit une chanson d'amour filial, parce que j'ai rencontré une jeune fille qui à l'âge de 14 ans a quitté la Guinée, aidée par sa mère pour fuir un mariage forcé, qui est arrivée en France vers l'âge de 15 ans. 15-16 ans et qui a, à un moment donné, été après avoir parlé régulièrement avec sa maman au téléphone dès que c'était possible, a su qu'elle était malade et puis un jour, elle a eu un appel et sa maman était morte. Et je voulais raconter cette histoire de cette toute jeune fille qui a quitté la Guinée en traversant la Méditerranée, traversant tout ce qu'elle a traversé, comme on le sait, en passant par tout un tas de contrées comme la Libye, avec toute l'horreur qu'il peut y avoir, mais qui a été assez préservée grâce à sa maman dans cette traversée et qui lui doit beaucoup, qui lui doit sa liberté, qui lui doit la naissance de son petit garçon aujourd'hui, et de raconter cette lettre d'amour-là comme si elle s'adresserait à quelqu'un en lui disant: un jour, si tu vas vers le sud, peux-tu voir si cette femme qui m'a par deux fois donné la vie, du coup, va bien, et si elle pense à moi. Et puis on comprend que la maman n'est plus à la fin de la chanson. Donc c'était un petit pari, puisque j'inversais les géographies dans le titre et puis que je faisais de cette chanson d'amour un peu autre chose. Je crois que voilà, certainement que l'humanisme profond de Dylan et des gens qui doivent travailler avec lui ont fait que ça ne portait pas préjudice à ce qu'il voulait transmettre, dans sa musique et dans ses chansons. Mais en tout cas, j'ai eu le droit de la chanter. Donc ça, c'est ma grande joie et ma grande fierté aussi vis-à-vis de cette jeune fille à qui je voulais vraiment rendre hommage. Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle le sable sur les frontières, parle de moi à celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là, celle qui a dit on ne la mariera pas. Alors dans la vie, il y a souvent des embûches, des moments difficiles, mais qui nous grandissent, qui nous parlent le plus d'ailleurs. Quel est le titre qui fut le plus difficile à mettre en mots, mais qui au final est le plus fort, justement en sens, celui qui vous tient le plus à cœur? Alors laissez-moi réfléchir. Je dirais peut-être que Le poids de l'existence a été la chanson la plus... À la fois, elle est venue de manière assez simple et ensuite, il y avait toute une part de pudeur en moi qui avait besoin de garder quelque chose d'intact, puisque c'est une chanson qui à la fois parle de cette sensation de perte de légèreté, d'innocence qui s'est emparée de nous depuis ces quelques années, particulièrement suite à ce premier confinement un peu inédit et si étrange, où on a l'impression que tout partait un peu à volo. Je me suis posé la question de à quel moment était le point de bascule et à quel moment je m'étais dit mais je ne pensais pas que le monde prendrait cette direction. Et j'ai daté cela au 13 novembre 2015, et vous êtes à Paris et notamment ceux du Bataclan. Et j'ai essayé d'à la fois de parler de cette bascule-là, ce soir-là, et en même temps d'une bascule plus large, qui est cette bascule qu'on vit en ce moment, où on sent bien que les choses prennent un tournant qu'on aurait souhaité éviter. Et c'était une manière pour moi de rendre hommage à ces gens qui nous ont quittés, à certains que je pouvais connaître, à certains qui sont encore là et que j'aime si fort, et à cette salle qui est si magnifique et où je vais jouer d'ailleurs le 24 février. On a cette équipe qui travaille le son là-bas et que je connais si bien. Enfin voilà, c'était une manière de rendre hommage à quelque chose de très concentré et de plus large aussi. Donc c'était pas évident de rester juste et pudique et pas trop ostentatoire. Voilà, de garder juste la petite distance nécessaire. Et voilà, j'espère y être parvenue.
En tout cas, c'est un album riche, plein de messages. C'est un plaisir de l'écouter. Merci beaucoup. Un grand merci à vous et j'espère à très bientôt sur scène, donc pour quelques belles dates à venir. Merci beaucoup et longue vie à Calypso alors. Oui, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir Émilie. Retrouvez Icare, le nouvel album d'Émilie Loiseau sur toutes les plateformes musicales et chez votre disquaire préféré. Vous pouvez aussi vous rendre sur ses réseaux sociaux pour suivre son actualité, dont les concerts à venir. Et pour écouter ou réécouter ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur rage.fr.